êtes sur Média TV, il est 19h à Rabat. Bienvenue si vous nous rejoignez. C'est la première édition du journal. Voici les titres. À la une de cette édition, la clôture aujourd'hui du 29e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Les dirigeants africains se sont engagés à trouver des solutions viables et durables aux défis qui interpellent le continent. Les précisions dès le début de ce journal. Et en Algérie, l'industrie automobile serait un échec. C'est ce qui ressort des dernières déclarations du ministre algérien de tutelle. Il appelle à la révision du cahier des charges et à l'arrêt de la production actuelle. Et au Maroc, l'opération Vacances pour tous est organisée sous le thème Le centre d'estivage, un espace pour l'éducation et la créativité. C'est une initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports. On fait le point dans quelques minutes. On ouvre cette édition en Éthiopie et plus exactement dans sa capitale, Addis Abeba, où ça a pris fin aujourd'hui le 29e sommet de l'Union africaine. Ce rendez-vous des chefs d'État et de gouvernement de l'UA a pris fin sur un engagement des dirigeants africains à trouver des solutions viables et durables aux défis qui interpellent le continent, notamment la paix et la sécurité et la promotion de la jeunesse. Dans son allocution de clôture de ces assises africaines, le président guinéen Alpha Condé, président de l'UA, s'est félicité du déroulement du sommet. Nous ne ménagerons aucun effort pour prendre toutes les mesures nécessaires afin que notre jeunesse soit notre meilleur atout dans une Afrique totalement intégrée, débarrassée des pesanteurs du passé et tournée vers l'avenir. C'est ce qu'il a déclaré. Je vous rappelle que les travaux de ce sommet se sont déroulés avec la participation du prince Moulay Rachid, qui représentait le roi Mohamed VI à la session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation panafricaine. Et on revient plus en détail sur cette clôture du sommet, du 29e sommet de l'Union africaine dans nos prochaines éditions. Un autre défi en Afrique et dans le reste du monde, la lutte contre le terrorisme. Le président nigérien Mahamadou Issoufou apporte une proposition à la force du G5 Sahel. Elle pourrait devenir une brigade au sein de la mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, suivant l'exemple de la mission onusienne du Congo. Le Mali et le Congo, justement, se trouvent dans la même configuration. Selon le président nigérien, l'intégration de la force d'intervention du Sahel dans la MINUSMA permettra à la fois d'appliquer les accords de paix d'Alger et de combattre le terrorisme. Mahamadou Issoufou est plus ambitieux. Il estime que la force du G5 Sahel doit aussi disposer de tous les moyens de la MINUSMA, y compris de son budget composé de près d'1 milliard de dollars. Et au Niger, les exactions de Boko Haram sèment encore la terreur dans le pays. Des éléments du groupe extrémiste ont enlevé dimanche 37 femmes et tué 9 personnes dans un village du sud-est du pays, pas loin de la frontière avec le Nigeria. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le gouverneur de la région de Difa. Les forces de défense et de sécurité ont déjà engagé des poursuites et les FDS espèrent libérer les femmes enlevées. La région de Difa, de quelques 600 000 habitants, subit depuis 2015 des attaques récurrentes de Boko Haram. Elle abrite plus de 300 000 réfugiés et déplacés, dont des milliers vivent au milieu d'une population locale déjà très pauvre, selon l'ONU. L'ONU qui demande à la communauté internationale d'accroître son soutien financier. Cap sur la Syrie, c'est une percée majeure dans la bataille pour la conquête de Raqqa. Des combattants syriens ont brisé les lignes de défense des extrémistes dans la vieille ville après l'ouverture de brèches dans le mur d'enceinte par des raids américains. Depuis des mois, Daesh est la cible de vastes offensives lancées par les forces démocratiques syriennes pour le chasser de son principal bastion dans le nord du pays, ravagé par la guerre. Les FDS, appuyés par la coalition internationale, se sont emparés de plusieurs quartiers de l'Est et l'Ouest de Raqqa depuis leur entrée dans la ville le 6 juin. L'ONU a exprimé à plusieurs reprises son inquiétude pour les civils bloqués dans la ville. Il serait près de 100 000.
Toujours dans le dossier syrien, et on parle diplomatie à présent, c'est parti pour une 5e session de pourparlers sur la Syrie. Elle s'est ouverte aujourd'hui à Astana, au Kazakhstan, sous l'égide de la Russie, de l'Iran et de la Turquie. Objectif, étudier la mise en place de zones de désescalade en Syrie. Les frontières de ces zones évoquées pour la première fois par Vladimir Poutine en mai dernier sont en discussion, mais aucun accord n'a encore été trouvé. Une session plénière doit conclure les deux jours de discussion. Lors des dernières négociations en mai, Ankara, Moscou et Téhéran ont adopté un plan pour créer 4 zones sécurisées afin d'instaurer une trêve durable dans plusieurs régions. Dans le reste de l'actualité, la Russie et la Chine tentent le dialogue et la négociation. Le président russe a reçu aujourd'hui au Kremlin son homologue chinois Xi Jinping pour parler d'abord commerce. Selon Vladimir Poutine, les questions économiques sont toujours au cœur des préoccupations des deux pays, sans oublier la coordination de leurs efforts sur la scène internationale. Pour sa part, le président chinois a salué le caractère spécial de la relation entre les deux puissances, bons voisins, amis, loyaux et partenaires fiables. Les deux chefs d'État ont également évoqué les tensions grandissantes dans la péninsule coréenne, des tensions qui se sont durcies après un tir réussi de missiles balistiques par Pyongyang. Vladimir Poutine et Xi Jinping ont appelé à instaurer un moratoire sur ces tests nucléaires et ces tirs de missiles balistiques. Ils ont demandé aux États-Unis de cesser ces exercices militaires pour apaiser les tensions dans la péninsule. Justice pour enchaîner au Maroc. Le ministre de la Justice a, dès sa réception, renvoyé le rapport du Conseil national des droits de l'homme relatif aux expertises médicales menées sur certains détenus dans le cadre des événements d'Al Hoceima aux procureurs généraux du roi près les cours d'appel de Casablanca et d'Al Hoceima. L'objectif est d'inclure ces expertises au dossier des affaires dont quelques-unes sont soumises au juge d'instruction et les autres à la Cour pour prendre les mesures légales qui s'imposent. En application de la politique pénale en vigueur, dans tous les cas d'allégation de torture, le parquet général a requis du juge d'instruction de soumettre à une expertise toute personne ayant allégué avoir subi un acte de torture, toujours selon le communiqué du ministère de la Justice. On quitte le Maroc pour l'Algérie voisine et on parle industrie. L'industrie automobile du pays serait un échec selon les dernières déclarations du ministre algérien de tutelle. Pour en parler, on joint par téléphone notre correspondant à Alger, Faisal Metaoui. Bonsoir Faisal. Bonsoir. Alors dans sa déclaration à la presse, le ministre Bedama Joub évoque la révision du cahier des charges concernant l'industrie automobile en Algérie. Il explique tout simplement qu'il faut arrêter la production actuelle. Qu'en est-il exactement ? Oui, absolument. C'est le nouveau ministre de l'Industrie qui a critiqué un peu direct la politique de son l'ancien ministre de l'Industrie, M. Bouchouarab, notamment en matière d'assemblage de véhicules, parce que l'Algérie a adopté depuis quelques années une stratégie d'assemblage de véhicules pour freiner l'importation des véhicules, puisque l'Algérie connaît des difficultés budgétaires. 70% de la fiscalité pétrolière a été perdue en raison du marché pétrolier. Et le nouveau ministre constate que cet assemblage de véhicules, en fait, c'est juste une importation déguisée. Pourquoi ? Parce que les constructeurs qui existent en Algérie, notamment Renault, Hyundai et les autres, importent beaucoup les kits et les pièces de rechange. Or, la loi, le cahier de charge, impose aux constructeurs un taux d'intégration élevé, 30%, c'est-à-dire utiliser la sous-traitance algérienne, les équipementiers algériens, les petites entreprises qui existent en Algérie pour donc construire une véritable voiture algérienne. C'était un rêve, cette voiture algérienne. Or, c'est pas le cas, et le ministre estime qu'il faut revoir le cahier de charge et qu'il faut davantage de pression sur les constructeurs pour qu'ils respectent le cahier de charge de la loi algérienne. Selon lui, au lieu de créer des emplois, ces constructeurs qui existent en Algérie ont plutôt fait perdre des postes d'emploi. Et donc, taux d'intégration, postes d'emploi, transfert de technologie, ce sont les nouvelles conditions pour relancer l'industrie automobile en Algérie. Alors, Faisal, comment expliquer ce revirement des autorités algériennes ? Et une autre question qui s'impose, quel avenir pour l'industrie automobile du pays ? C'est une grande question, effectivement, parce que vous savez, la loi maintenant impose même aux concessionnaires qui sont en Algérie d'avoir
leur propre usine de fabrication. Bien sûr, eux se plaignent, ils disent qu'il y a beaucoup de complications pour l'investissement en Algérie parce qu'on se plaint de bureaucratie, etc. Mais le nouveau ministre, d'abord, il dit qu'il faut réviser le cahier de charge, qu'il faut aller vers un taux d'intégration élevé, que même la production sera liée au taux d'intégration, c'est-à-dire plus le taux d'intégration est élevé, plus la production sera élevée. Et il faut penser à l'exportation parce qu'il ne s'agit pas uniquement de servir le marché algérien. L'Algérie continue malgré tout à importer beaucoup de véhicules. Il y a des quotas d'importation qui n'ont pas encore été imposés. Et donc, il y a un avenir assez incertain pour cette industrie, faute d'une véritable stratégie claire et précise, notamment sur les objectifs à atteindre. Merci beaucoup Faisal Metaoui pour cet éclairage. Vous étiez avec nous en direct depuis Alger. Haro sur la violence basée sur le genre au Mali. Les femmes policières veulent faire de ce calvaire un mauvais souvenir à travers une campagne de sensibilisation dans le district de Bamako, une campagne de 5 mois. Des sessions d'information sur les droits des femmes seront organisées. Les détails avec notre correspondant Mohamed Danyokou. On passe maintenant au Sénégal et plus exactement à Dakar et dans sa banlieue, la pénurie d'eau, c'est une souffrance pour les populations. L'eau du robinet ne coule plus à la normale. Nos reporters Amadou Sabarba et Sanoussi Sané ont assisté au cri du cœur de ces citoyens qui demandent de l'aide de l'autorité pour un approvisionnement. Continuons, nous regarder. Chaque jour, Mamine Ndiaye fait la navette entre son appartement au premier étage et le terrain du quartier où stationne le camion-citerne. Depuis quelques semaines, l'eau ne coule plus aux parcelles assainies. Cela fait 3 mois que nous n'avons pas l'eau du robinet. Nous sommes des femmes fatiguées par ces longues coupures d'eau. À Macky Sall, si l'eau ne revient pas à la normale, nous n'allons pas voter pour lui aux législatives. Devant l'objectif de la caméra, ces femmes n'ont pas caché leur mécontentement. Elles ne peuvent plus. Elles vivent difficilement la rareté du liquide précieux, devenu un calvaire quotidien. Nous avons un réel problème d'eau ici aux parcelles assainies. Il n'y a aucune goutte d'eau pour boire ni pour se laver. C'est très dur. En plus, aucune autorité n'est venue s'enquérir de notre situation. Presque depuis un mois, aucune goutte d'eau dans les robinets, mais un désagrément qui ne change en rien, le coût des factures mensuelles, un paradoxe. La facture d'eau est encore très salée, alors que cela fait 3 mois que l'eau ne coule plus. C'est ça notre problème. Selon le service de la communication de la Société des eaux, la pénurie est due à des travaux de raccordement en cours sur ces installations. En attendant, les populations interpellent les autorités pour une solution rapide et définitive. En Afrique du Nord et plus exactement à Tanger, les flammes sont sous contrôle dans la forêt de Mediouna. L'incendie qui s'est déclaré samedi dernier a ravagé environ 230 hectares de massifs forestiers selon le Haut Commissariat aux eaux et forêts à la lutte contre la désertification. Selon la même institution, 5 avions des forces armées royales, justement 550 éléments de la protection civile, des forces auxiliaires du Haut Commissariat aux eaux et forêts, des forces armées royales, de la gendarmerie royale et des autorités locales sont toujours mobilisées sur les lieux du sinistre. Au Gabon, quel plan de gestion des déchets urbains pour Libreville et comment forger la conscience citoyenne à la protection de l'environnement? Ces questions sont au centre des activités du cercle de réflexion des jeunes dynamiques qui étaient en opération d'entretien de l'arboratum de Libreville. Une opération en phase aussi avec la journée citoyenne organisée désormais chaque premier samedi du mois dans le pays. Ismaël Obiangazé. C'est une opération de nettoyage qui met en évidence les déséquilibres environnementaux découlant du type de relations qu'entretiennent les populations de ce quartier de la banlieue nord-est de Libreville avec leur milieu naturel. Nous nous focalisons uniquement sur les écosystèmes urbains, donc l'arboratum de Siban étant situé au cœur de Libreville. Donc nous avons eu un regard là-dessus, sachant qu'il y a une rivière qui jouxte la barrière, qui fait office de barrière naturelle, et les habitants balance des ordures à l'intérieur et aux alentours. C'est la raison pour laquelle nous avons d'abord, premièrement, focalisé notre attention sur l'arboratum de Siban, mais nos actions vont se pérenniser dans tout Libreville.
La principale société de collecte et de ramassage d'ordures ménagères de la ville a été appelée à la rescousse dans l'action initiée par le Cercle de réflexion des jeunes dynamiques de Libreville pour un appui logistique. Et autour de l'arbre à Cardena, vraiment, nous sommes envahis des ordures qui sont jetées par les riverains qui nous donnent vraiment des files d'attente. Et là, nous ne pensons pas que nous pouvons faire ça à la main parce que à la main, ça va prendre du temps. Les montagnes d'ordures menacent désormais la survie de cette aire protégée de l'arboretum de Siban. Le partenariat va nous amener à avoir une clairvoyance en ce qui concerne la conservation déjà ou alors la gestion de l'arboretum. Okay? Et donc ce partenariat entre l'IFAMETRA et cette association voudrait bien que nous puissions maintenir en l'état notre arboretum. La structure de collecte et de ramassage des ordures ménagères du Gabon gère en moyenne 500 tonnes d'ordures ménagères par jour. En soutien à ces activités, le gouvernement a instauré une journée citoyenne au Gabon depuis 2010 avec le secret espoir d'une réelle prise de conscience collective de garder la ville en état de propreté permanent, sauf que la mayonnaise tarde encore à prendre. L'été, c'est beaucoup plus qu'une saison. Pour les enfants, il est symbole de repos et de détente. Au Maroc, l'opération Vacances pour tous est organisée sous le thème « Le centre d'estivage, un espace pour l'éducation et la créativité ». C'est une initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports et c'est un reportage de Sahar Oumimoun et Younes Mesfouli sur un récit de Salma Saïdi. Les colonies de vacances, un lieu pour grandir loin des parents, le temps d'un été. Plusieurs enfants et ados préfèrent passer une partie de leurs vacances dans ces colonies, organisées conjointement par le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Fédération nationale des colonies de vacances. Je viens de Fès. La chaleur est abondante dans ma ville en été. Je suis donc venue ici pour oublier le stress de l'année scolaire. Je suis venue de Marrakech pour rencontrer de nouveaux amis. Nous apprenons beaucoup de choses dans cette colonie de vacances. Au programme, des activités collectives à caractère éducatif, culturel et artistique, mais aussi pour l'apprentissage de vie en communauté. L'objectif serait de permettre aux bénéficiaires de développer leur sens de responsabilité, de créer des amitiés et aussi de découvrir d'autres régions de leur pays dans un cadre soigneusement conçu. Avant l'ouverture de cet espace, une commission régionale présidée par le préfet de la région donne des instructions aux différents intervenants pour assurer la sécurité de l'espace environnant. Ils sont à peu près de 25 000 au niveau national à bénéficier du programme Vacances pour tous de l'année 2017, répartis dans plusieurs centres d'estivage au Royaume. Au fil des éditions, ce programme est devenu une étape cruciale pour fêter l'enfance marocaine. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'essentiel de l'actualité économique, c'est dans quelques instants avec Oumaima Sbila. Je vous retrouve à 19h30.